Eh bien, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce grand direct consacré au Manip. Manip 2023, la réalité du terrain, les évolutions, exercices, formations, pratiques avancées, la reconnaissance, l'appellation. Manip, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est représentatif de votre exercice? On change tout. On vous a fait voter, on va en parler en fin d'émission. Avec moi sur le plateau, Séverine Moina. Vous êtes présidente CNP MEM. Vous êtes cadre de santé paramédicale, DMU, APHP. Mathieu Cabi, vous êtes président national AFPPE, cadre sup de santé au CHU de Reims. Et Bruno Binck, directeur de la rédaction, j'en bafouille, Théma Radiologie. Et c'est avec Bruno qu'on va animer donc ce grand direct spécial Manip. Alors on est ensemble pour 1 heure, le grand direct c'est parti. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission. Pour le déroulé de ce grand direct, je vous propose le plan suivant. On va parler en premier, si tu veux bien Bruno, de la réalité du métier en 2023. Ensuite, on va parler des évolutions souhaitées par les manipulateurs. On va enfin aborder le problème de la reconnaissance et puis on finira par le sondage sur le changement de nom et on verra si on a fait des trouvailles, si on a trouvé un super nom pour les manips. On en profite pour vous rappeler que c'est IDOR, aujourd'hui. IDOR, alors qu'est-ce que ça veut dire IDOR? C'est la journée internationale de la radiologie, monsieur. International Day of Radiology, mister. Voilà. Mais c'est pas que IDOR, Mathieu, c'est aussi... C'est aussi la semaine des manip radio, en fait. Depuis 3 ans, la FPPE a lancé la semaine des manip radio pour essayer de faire connaître effectivement cette profession auprès du grand public. Donc on essaye de mettre en place des vidéos depuis ces dernières années. Et cette année, on a fait appel aux étudiants de différentes écoles de France. Voilà. Et on diffuse depuis il y a déjà une vidéo sur Insta qui cartonne. Exactement. 30 000 vues déjà. C'est ça, celle de lundi. Allez, on perd pas de temps parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Bruno, la réalité du métier 2023. On commence par la démographie. Eh oui, on va parler de la démographie. D'abord, merci de l'invitation, Jean-Claude. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Donc oui, la démographie des manip radio aujourd'hui, on sait qu'il y a une pénurie qui sévit en ce moment. Quelles sont, Séverine, les raisons de cette pénurie aujourd'hui? Alors la pénurie, elle date depuis de nombreuses années maintenant, puisqu'on est en difficulté depuis 2017. Elle a plusieurs facteurs, cette pénurie, mais je pense qu'on peut mettre en avant déjà les besoins en imagerie qui se sont développés et les équipements lourds qui se sont développés. Il y a aussi peut-être un manque de perspective sur ces démographies. Et puis, il y a eu le rapport de l'IGAS qui a montré aussi un manque d'attractivité de notre métier et puis des parcours professionnels certainement à travailler. Mathieu, il y a aussi un petit problème au niveau de la formation initiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'étudiants manipulateurs aujourd'hui qui viennent sur le marché du travail. Alors, on a eu des difficultés effectivement ces dernières années. Néanmoins, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'ensemble des centres de formation. On peut dire que entre l'année 2020-2021, la promotion de P1 et celle qui vient de rentrer, il y a plus de 24% d'augmentation des effectifs sur l'ensemble des instituts. Alors, parce qu'ils ont augmenté leur quota par école, mais aussi parce qu'ils ont créé de nouvelles écoles. Donc, on est quand même à 24% d'augmentation. Alors, on sait qu'il y a une perte si on suit une année, une promotion entre la première année et la 3e année, on va avoir globalement chaque année une perte de 20% en moyenne sur le territoire des effectifs. Mais en augmentant ces 24% dans les écoles, on va avoir plus d'étudiants. Cette année, on estime qu'il y en aura 100 de plus que l'an passé. On va détailler la formation après, on reste sur la démographie si vous voulez bien. On est combien? Il y a combien de manips? Alors, le problème, c'est qu'on a aussi un problème pour se dénombrer, puisqu'on ne va pas revenir, mais le fichier Adélie, on sait qu'il n'est pas fiabilisé. C'était aussi une des recommandations de l'IGAS. Il faut qu'on arrive à trouver... Il faut dire que les gens qui sont à la retraite sont comptabilisés encore dans les effectifs. Exactement. Voilà. Tous ceux qui changent de métier aussi. Moi-même, qui suis cadre de santé, je suis encore dans le fichier Adélie. Et donc, donc on est comptabilisé. Donc, ce fichier, il n'est pas fiable. Il faut qu'on ait des outils. On a un grand espoir en le répertoire des professions, le répertoire partagé des professions de santé. Normalement, moi j'avais notion qu'on devrait l'intégrer fin 2024, début 2025. Bon, on n'a pas trop de nouvelles par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il faut qu'on arrive à se décompter. En gros, on doit être entre 27 000 et 30 000. 27 et 30 000. Voilà. Et 15% de postes
vacant? En fait, là, c'est pareil, c'est un peu à la louche. C'est vrai que là encore, on était au JFR avec Mathieu fin octobre et début octobre. Et ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, sur les CHU, c'est entre 10 et 20%. Dans le privé, il y a des difficultés également. Et donc, nous, on estime effectivement à 15%, ce qui fait que ça ferait à peu près 4500 postes vacants. Donc, démographie, 27-30 000, 15% de postes vacants. L'attractivité des carrières, tu en as parlé tout à l'heure. On est allé demander, on a fait des petits sujets pour relancer le débat. L'attractivité des carrières, on va lancer le sujet tout de suite. On est allé voir ce qui se passait et déjà quelle était la situation entre le public et le privé. Sujet sur l'attractivité des carrières. Par rapport à l'attractivité à l'hôpital, il y a 2 points qu'il faut souligner. D'une part, comment attirer les jeunes à la sortie de l'école et dans un second temps, comment les garder. Pour les attirer, l'hôpital essaye de mettre en place des atouts, comme l'offre d'un logement. Parce qu'on ne peut pas concurrencer le privé par rapport aux grilles de salaire, mais l'offre d'un logement, ou du moins un logement à un coût réduit, ce qui est très important sur Paris aujourd'hui. D'autre part, après, dans l'évolution, ce qui est très important aussi, c'est de les garder en leur offrant des perspectives d'évolution, qu'ils puissent s'investir, développer des compétences, devenir référent, faire des communications à l'extérieur, et donc avoir une perspective sur sa carrière autre qu'une évolution simple, entre guillemets, d'un fonctionnaire. Alors, attractivité, Bruno, l'hôpital peine un petit peu par rapport au privé. Alfredo pointait un sujet qui est intéressant, c'est l'attractivité du privé par rapport au public. Les salaires ont augmenté depuis quelques années à cause de la pénurie, justement. Est-ce que le Ségur de la santé a rééquilibré les chiffres ? Alors le Ségur, c'est un rattrapage d'années sans augmentation, il faut dire ce qu'il est. L'hôpital, pendant 10 ans, quasiment, le point d'indice n'a pas augmenté, et donc ça a été un rattrapage. Après, c'est sûr que les salaires dans la fonction publique sont réglementés, il y a une grille et on peut pas y déroger. Il y a une rigidité qui empêche de lutter contre le privé, et il y a des surenchères dans le privé en plus pour recruter. Donc la situation est compliquée. Est-ce qu'elle est compliquée aussi dans les zones frontalières ? Elle est d'autant plus dans les zones frontalières parce que les autres pays sont beaucoup plus concurrentiels et offrent des salaires beaucoup plus attractifs pour les manips qui sont en périphérie. Mais on peut dire aussi au niveau international, par exemple, que la pénurie, elle n'est pas seulement française. Nous, on a rencontré aussi nos collègues espagnols, italiens, québécois et des États-Unis aussi aux 2 dernières JFR. La pénurie, elle est mondiale des manips radio. Et au-delà des manips radio, c'est vraiment les professions de santé qui sont en difficulté aujourd'hui, mais vraiment partout dans le monde. Des difficultés qu'on rencontre sur tous les pays, quel que soit même le niveau de salaire, parce qu'aux États-Unis, niveau de vie différent, mais États-Unis et Québec, même si les salaires sont plus élevés, ils ont aussi des difficultés dans le recrutement et la formation. D'ailleurs, on les voit sur les salons français, ils viennent recruter des manips en France. La radiologie interventionnelle, ça va attendre la situation encore ? Il n'y a pas que la radiologie interventionnelle, c'est les autorisations qui ne cessent d'augmenter aujourd'hui et qui font qu'il y a de plus en plus de besoins et donc de moins en moins de professionnels pour faire marcher les machines. On est d'accord ? Complètement. Le changement du régime des autorisations va effectivement permettre d'implanter beaucoup plus de machines. Alors, elles ne vont pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Mais on peut en parallèle quand même parler, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de l'augmentation des formations et du volume de formation des étudiants qui va permettre on va y revenir. De pallier un petit peu. Alors, réalité de l'exercice. On a balayé la démographie, on voit à peu près où on en est. Réalité de l'exercice. La réalité de l'exercice, c'est que le manipulateur d'électroradiologie médicale est la première et la seule personne souvent que le patient voit dans un service d'imagerie, surtout en imagerie diagnostique. Le manip radio est un soignant et il n'est pas reconnu comme tel aujourd'hui. Alors, est-ce que le patient, d'ailleurs, il se rend compte qu'il voit un manipulateur et pas un radiologue au début ? Alors, faut-il encore qu'il se présente, parce qu'on l'a bien vu dans tous vos sujets, le grand public ne connaît pas notre profession, malheureusement, on le déplore. Le CNP, on fait beaucoup de choses pour faire connaître notre métier, pour autant il est mal connu, on le sait. Donc il faut vraiment que les manipulateurs se présentent et expliquent après. Le flux de travail fait qu'on n'a pas toujours le temps
d'expliquer aux patients ce que c'est qu'un manipulateur radio, parce que quand on lui dit « je suis le manipulateur radio qui va vous prendre en charge », bien souvent la question qui suit c'est « ah, c'est quoi un manip radio? C'est un infirmier ?» Ou voilà, donc, mais c'est vrai, et il faut le rappeler, hein, dans les droits du patient, et la loi Kouchner de 2002, elle a bien dit que le patient, il a le droit de savoir à qui il a affaire, et donc on a le devoir de se présenter. Donc le manip radio en première ligne. La réalité du métier aussi, c'est une polyvalence, mais aussi une hyperspécialisation de plus en plus complète, étant donné que la technologie évolue et que la médecine aussi progresse. Comment résoudre cette équation entre la polyvalence et l'hyperspécialisation, Mathieu? Alors, c'est simple, hein, la polyvalence, on l'acquiert au départ avec la formation initiale, hein, qui dure 3 ans, même si parfois on a besoin des compléments, et ces compléments, on va l'avoir effectivement à travers différents DU. Hein. Il existe beaucoup de DU aujourd'hui pour les manip radio, interventionnels, recherche, je vais en oublier plein d'autres, mais il en existe d'autres, l'IRM notamment dernièrement qui s'est ouvert cette année. Et là, ils vont pouvoir se spécialiser effectivement. On voit qu'il y a un besoin de spécialisation des manip radio et un besoin d'évolution. On va y revenir plus précisément derrière. Mais quand on dit manip radio, on pense aux examens classiques. Il faut parler de la diversité des carrières. Oui, tout à fait. Le manip radio, il ne travaille pas que avec les radiologues. Hein. C'est vrai qu'on est dans le JT de radiologie. Pour autant, les manip radio, ils travaillent aussi en médecine nucléaire, en radiothérapie, en électrophysiologie. Voilà, donc il faut le dire, même s'ils sont à peu près 80% travaillent en imagerie. Et après, dans l'imagerie, il y a encore les sous-spécialités, hein, radiologie interventionnelle, imagerie de coupe, radiologie conventionnelle, etc. Voilà, et des gestes de plus en plus impliquants et de plus en plus techniques. Alors je rappelle à tout le monde que vous pouvez réagir, hein, sur les réseaux, poser des questions, réagir, donner votre avis. Des gestes de plus en plus impliquants. On pose des pipelines, on fait des... Oui, tout à fait. C'est vrai que la réglementation nous a permis de développer des protocoles de coopération, hein, en lien avec les médecins. Et donc, ce sont des actes qui étaient habituellement réalisés par des médecins, qui sont délégués à des manipulateurs qui, comme ils font ça régulièrement, le font très bien. Par exemple, pour la pose de pitline dont vous parlez, dans le protocole de coopération, ils doivent en poser 80 par an, ce qui fait qu'ils ont une dextérité et une pratique qui fait qu'ils sont vraiment experts dans le geste et ils le font très bien. On parle aussi d'activités un peu à la marge, style l'hypnose ou la sophrologie, où les manips sont là pour accompagner les patients. À combien le chiffre-t-on? Ou la communication, hein, tout bêtement, avec le patient en radiologie interventionnelle, souvent c'est le manip qui parle. Tout à fait. Alors ça, c'est des techniques vraiment de prise en charge. Et le manip se revendique soignant, justement, voilà, parce qu'il s'est rendu compte que par la communication, par ces techniques de sophrologie, d'hypnose, ils arrivaient à faire des choses avec le patient prendre en charge le patient claustrophobe, prendre en charge les enfants, prendre en charge... Et donc, il a cette reconnaissance de soignant au travers de ces pratiques, je pense. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a une grande demande de formation. Et d'ailleurs, on voit des initiations en formation initiale parce que ça répond vraiment à un besoin. Justement, est-ce que la formation initiale répond à toutes ces contraintes aujourd'hui? On va y revenir, si tu veux bien, sur la formation plus tard. Là, vous devancez un peu, hein, les choses. Voilà. Le métier, on a posé les bases, on a parlé de la démographie, on a parlé de la réalité de l'exercice du métier, que le manip était souvent en première ligne de la diversité des carrières. On va parler maintenant des évolutions, justement. Hein. Et dans les évolutions, on va parler des formations, on va parler de toutes ces choses-là. Les évolutions souhaitées par les manipulateurs. Là encore, hein, je vous rappelle que vous pouvez réagir, poser vos questions en direct à nos invités. Donc aujourd'hui, le manip va souvent au-delà du protocole de coopération, ce qui nous amène à la deuxième partie de l'émission, exercice, jusqu'où on doit et jusqu'où on peut aller. Est-ce que le manip va se surspécialiser? Quelle formation demain, au-delà des formations socles? Est-ce qu'on va vers des pratiques avancées et si oui, lesquelles? Donc avant de passer la parole à Bruno, je vous rappelle à nouveau que vous pouvez réagir. Bruno, exercice, jusqu'où on peut et jusqu'où on doit aller? Alors oui, aujourd'hui, le manip radio veut être un manip radio augmenté, on va dire, certaines fois. Est-ce qu'on peut lister les quelques activités du manip augmenté aujourd'hui?
Je pense que toutes celles des protocoles de coopération, donc on en a 2 qui sont vraiment phares, 2 protocoles nationaux phares qui sont la pose de PICC line et l'échographie, qui cartonne, j'ai envie de dire. On a plus de 500 manipulateurs formés à l'échographie. On sait que ça répond aux objectifs du protocole de coopération qui sont de libérer du temps médical et d'élargir l'offre de soins, très clairement. Mais on a sur le territoire de plus en plus d'autres protocoles de coopération, des protocoles locaux qui se développent et donc des activités qui sont réalisées par les manipulateurs dans le cadre de délégation de tâches. Alors pas que en radiologie, en oncologie aussi, en radiothérapie. Ça s'est beaucoup développé. Il y a eu une étude récente d'ailleurs dans laquelle 41% des manipulateurs qui ont répondu font des activités hors décret de compétences et 60% souhaitent en faire justement. Donc ils ont aussi l'aval des radiothérapeutes pour faire ça. Est-ce que c'est le cas de tous les manipulateurs aujourd'hui? Est-ce que les manipulateurs ont l'aval de tous les médecins, radiologues et radiothérapeutes? Mathieu. Alors effectivement, en radiothérapie, c'est la locomotive en fait pour faire évoluer le métier de manip radio et éventuellement sur un métier intermédiaire. Clairement, les radiothérapeutes et les manip radio qui travaillent en radiothérapie sont en avance sur ce travail-là. Après, on travaille effectivement avec les radiologues aussi, les médecins de médecine nucléaire également. En médecine nucléaire, ils avancent aussi assez vite. Ils sont très porteurs aussi de faire évoluer le métier des manip radio dans ces domaines-là. En radiologie, on travaille aussi sur l'ensemble des domaines de la radiologie qui est aussi vaste entre les équipements lourds, l'imagerie lourde, CT, IRM hybride, ça l'hybride, on peut parler aussi, l'interventionnel, l'échographie. Et là, le travail est encore plus profond, on va dire, il y a beaucoup de choses à travailler. On avance dans des groupes de travail avec le CNP pour faire avancer tout ça, mais tout le monde avance, en tout cas, à des rythmes différents, clairement, mais tout le monde avance. Il y a Jamel qui nous dit, est-ce qu'on peut devenir dosimétriste quand on est manip? Alors tout à fait, on peut devenir dosimétriste. Le problème c'est que ce métier pour l'instant n'est pas reconnu au répertoire des métiers. Ça fait plus de 10 ans que déjà la FPPE avait fait ce travail-là. Le référentiel de formation a été mis en place, mais il n'y a pas eu de suite de la DGOS sur le sujet. Effectivement, on attendait ça depuis longtemps. Les formations, justement, c'est un sujet sensible. Le ministre de la Santé déclarait récemment au Sénat que seul un tiers des étudiants allaient au bout de leur formation. Et vous l'avez repris, j'ai vu, Séverine, sur les alors il n'a pas dit que ça quand même, Jean-Claude, il faut être honnête. Il a mais dit moi je suis malhonnête, moi je suis un journaliste, je suis malhonnête. Les manips avaient une fonction clé à l'hôpital, et ça c'est quand même important. Et de plus, il a dit que ça, personne n'en parlait, et c'est vrai, personne n'en parle, mais le manip, il a une fonction clé à l'hôpital ou ailleurs d'ailleurs. Donc ça c'était important. Après, effectivement, je pense que les chiffres qu'on lui a donnés, alors soit c'est lui qui s'est trompé, je ne sais pas, mais effectivement, c'est loin d'être vrai. Évidemment, sur une promotion, c'est plutôt les 2/3, voire 80% d'une promo qui arrive au bout des 3 ans. Donc, c'est même plutôt mieux que les infirmières. Donc, il n'y a vraiment pas à rougir. Et c'est vrai que je l'ai repris parce que, franchement, on l'a dit en début d'émission, mais le comité d'harmonisation et les instituts de formation font un tel travail pour justement accompagner les étudiants, pour limiter le nombre d'abandons et les accompagner jusqu'au bout, qu'on ne pouvait pas laisser dire ça. D'autant plus qu'il y a aussi des étudiants qui font leur cursus en 4 ans et c'est pas dramatique non plus de redoubler une année. Donc ils sortent quand même, à la fin ils sont sur le marché du travail. Voilà, bon, non, il ne faut pas dire des bêtises parce que sinon Séverine elle va nous reprendre. Tu as vu comment elle a repris le ministre? Il y a plus de 1900 étudiants en première année cette année, dont 7% de redoublants. On n'a jamais eu autant d'effectifs dans les écoles. D'accord. Je voudrais juste revenir sur les compétences augmentées des manipulateurs. Il y a une confusion qui est souvent faite entre l'hyperspécialisation et les pratiques avancées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails là-dessus pour le différencier? Alors, la pratique avancée, ça n'existe pas pour l'instant finalement, et c'est un nouveau métier. C'est pas justement un manip augmenté. Enfin, c'est pas un expert, on va dire. Voilà, il y a le manip expert.
effectivement, on est plutôt sur de la spécialisation, et la pratique avancée, qui est en fait une délégation, on est vraiment sur le métier intermédiaire entre le paramédical et le médecin. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas travailler tout seul, il faut que qu'on travaille avec les médecins, et que voilà, on ne pourra pas avancer sans les médecins, c'est clair. Alors, au-delà des formations socles, justement, est-ce qu'on va vers des pratiques avancées et si oui, lesquelles? Les gens réagissent beaucoup là-dessus. Et je vous propose d'écouter un petit sujet. C'est Marie Nicolezo qui nous a interpellés là-dessus et qu'on va écouter maintenant. Alors, les pratiques avancées en imagerie médicale, en radiothérapie, en médecine nucléaire, elles existent. Elles sont intégrées notamment dans les protocoles de coopération dans les établissements qui les ont validés actuellement, mais aussi dans le cadre de nombreuses expérimentations en échographie, en radiologie interventionnelle, en radiothérapie pour la pratique clinique et également sur les circuits courts en petite traumatologie dans les services d'urgence, comme au CHU de Rennes ou au CHU de Poitiers. Donc ces expérimentations, elles fonctionnent. Il y a des études qui ont été faites avec des manipulateurs en recherche clinique qui ont démontré qu'il y avait un gain pour le patient. Donc nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est la validation de ces expérimentations pour que le statut de manip en pratique avancée soit reconnu, avec notamment un niveau master qui pour l'instant n'arrive pas, faute de reconnaissance de ce niveau au niveau de la formation continue des manips, et puis également lié aussi à un frein de la communauté médicale qui ne reflète pas du tout la réalité de terrain, puisque les coopérations fonctionnent parfaitement bien entre les radiologues et les manips qui sont impliqués dans ces protocoles de coopération et ces expérimentations. Donc on attend avec impatience le dénouement, que je pense qu'il est proche, mais on voudrait comprendre sur le terrain pourquoi ça n'avance pas. Alors voilà, Marie, elle nous dit que sur le terrain ça bouge, mais qu'on a besoin de formation diplômante. Alors pour compléter ce que dit Marie, dépassement de fonction, en fait 76% souhaitent se former et accéder aux pratiques avancées, 50% voudraient élargir leurs compétences via un DU et 30% via un master. Et oui, ce sont des choses qu'on entend partout dans les services. Et Marie donnait l'exemple de la petite traumatologie aux urgences. Les manips radio aujourd'hui, les plus expérimentés, seraient capables d'interpréter les radios de petite traumatologie. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Alors, avant de vous dire ce que vous en pensez, Mathieu, j'ai une réaction qui nous dit le radiologue compte rendu aux États-Unis, pourquoi pas en France? Ça complète un peu ce que vous disiez. Alors, je pense que tout le monde ne va pas être d'accord. Aujourd'hui, ce dont on parlait là dans le sujet, c'est effectivement une étude, c'est un PHRIP, un multicentrique issu du CHU de Poitiers, qui est sur plusieurs CHU aujourd'hui, il y en a 4 ou 5, je ne les ai plus en tête, où certains manipulateurs relisent effectivement des radios réalisées aux urgences, avec ou non l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, et ayant eu en amont une formation complémentaire sur de la sémio, de la traumatologie justement d'urgence, une formation beaucoup plus complète et beaucoup plus aboutie. Effectivement, on n'a pas du tout aujourd'hui les résultats de cette étude. On voit qu'elle va dans le bon sens pour les manips radio, en tout cas, et qu'elle pourrait aller dans le sens où, effectivement, le manipulateur radio, en tout cas, quand il a cette formation-là, est aidé d'un outil d'intelligence artificielle sur des examens très spécifiques, a de très, très bons résultats, comme le font les Anglais déjà. J'imagine qu'on peut faire la même chose en échographie aussi. En échographie simple, diagnostic. On pourrait effectivement, en l'échographie, il y a un protocole de coopération qui est lancé depuis pas mal de temps maintenant, avec plus de 500 manipulateurs formés. Personne ne se plaint du travail des manips en échographie aujourd'hui. Au contraire, on peut dire qu'ils excellent plutôt, puisque c'est une pratique qui sont à plus de 50% de leur activité sur ce domaine-là. Et maintenant, effectivement, il faut qu'on puisse avancer aussi, parce qu'ils en ont besoin, et puisque aujourd'hui, ils sont un petit peu hors cadre, puisqu'ils réalisent des pré-compte rendus qui vont être lus après, mais on n'est plus dans le cadre du décret aujourd'hui. Les petits loups, ça se réveille sur les réseaux. Alors, je vais vous poser des questions.
Alors, Grégory qui nous dit pratique avancée, ça coince au niveau des DGOS et de la communauté médicale. Je balance quelques questions en vrac. Jean-Luc qui nous dit allez-vous parler du MANIP dans la gestion du réseau d'imagerie? Et ça complète ce que nous dit Renaud qui nous dit le télémanip qui ne fera que de la console à distance n'est-il pas un danger pour notre profession? Allez, puis après je vous en balance une autre pelletée de questions. C'est un sujet d'actualité qui est beaucoup commenté. Grégory d'abord, c'était en premier quand même. Grégory qui nous disait pratique avancée, ça coince au niveau des directions générales de l'offre de soins et de la communauté médicale. La DGOS, ce qu'elle attend, c'est qu'on soit tous d'accord, en fait, médecins et paramédicaux, et qu'on leur apporte quelque chose d'un peu ficelé, quoi. Donc ça veut dire... Ils attendent le produit fini. Voilà, ils attendent le produit fini. Bon, alors qu'est-ce que vous attendez, les petits loups? Donc, ils attendent le produit fini. La téléimagerie. Oui, alors la téléimagerie. La télémanipulation ou la téléimagerie? La télémanipulation à distance, en fait. Allez-vous parler du MANIP dans la gestion du réseau d'imagerie? Et puis, et l'autre, c'était la télémanip qui ne fera que de la console à distance. N'est-il pas un danger pour notre profession? Alors, moi, très clairement, le télémanipulateur, c'est un autre métier et c'est pas le métier de manip radio. On avait d'ailleurs écrit un article avec Joël, c'est Joël qui avait écrit un article « Je suis soignant, je suis présent ». Surtout qu'avec moi je crains que la téléradiologie et la télémanipulation, on dérive très vite et que notre télémanipulateur il soit à l'autre bout de la planète demain. Donc moi je suis très mitigée par rapport à ça, et quant aussi à l'intérêt du travail, je pense pas qu'on fait, le manip il est soignant, il faut qu'il voit les patients, à un moment donné c'est très réducteur. Mathieu qui veut compléter. C'est pas créateur d'attractivité très clairement. Et ensuite, concernant le métier de réseau, pour le manipulateur, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des structures, on a besoin de temps plein, voire de plusieurs temps pleins pour gérer l'ensemble de ces transmissions d'informations, en fait. Déjà, la veille de l'identité-vigilance de l'ensemble des examens réalisés, et ensuite la transmission entre les différents centres. Et là, il y a un gros travail qui est en cours aussi par nos tutelles sur, effectivement, essayer d'avoir un réseau commun national pour faciliter effectivement l'ensemble de ces transmissions. Mais c'est une spécialité parce que ces personnes ont acquis des compétences très particulières. Une fois qu'ils ne sont plus là, on est toujours embêté. Alors j'ai d'autres questions. C'est un nouveau métier, mais ce n'est pas une pratique avancée. Ça, il faut le comprendre aussi. On en a besoin. C'est des choses différentes. C'est presque un autre métier finalement, mais dans le parcours professionnel, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Attractivité, vous en avez parlé. On nous dit, alors pas là, mais précédemment sur les réseaux, outre les formations, il faut travailler sur l'attractivité, les possibilités d'évolution, on va y revenir, la qualité de vie au travail et la charge mentale. C'est un problème, ça, pour les manips, qualité de vie au travail, charge mentale? Je pense que dès lors qu'on est en sous-effectif, il y a forcément un impact sur la qualité de vie au travail. Ou alors ça veut dire que l'organisation n'était pas... Voilà, donc forcément, il y a un impact, et je pense que la qualité de vie au travail, elle est quand même aussi liée aux effectifs. Donc il faut qu'on remonte nos effectifs, clairement. Jocelyne qui nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit beaucoup de protocoles de coopération en place, des pratiques professionnelles au quotidien sur le terrain déjà avancées. À quand la validation? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faudrait créer un ordre des MANIP, cela aiderait à faire avancer la reconnaissance de notre métier. Ça, c'est un sujet qui revient fréquemment depuis des années. Alors le CNP, là, on va publier un article justement, la différence entre un CNP et un ordre. L'ordre professionnel, sa mission, c'est de réguler les professionnels d'un territoire. Nous, Manip Radio, on a un exercice qui est sur le territoire français uniquement salarié. Et la régulation, elle se fait au niveau des installations et des équipements, et donc des médecins. Et donc il y a un ordre des médecins qui régule les médecins. Mais du coup, un ordre professionnel pour notre profession, je ne sais pas ce qu'elle régulerait en fait. D'accord, donc on oublie.
Évolutivité des... Mathieu, allez-y. Oui, parce que le travail en fait que ferait l'ordre avec les tutelles, notamment ce qui est indiqué, c'est ce que fait le CNP, ce qu'on fait avec Séverine, avec nos tutelles en fait, hein, très clairement. Donc, Attractivité des carrières, toujours. Associé. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis manip, je peux devenir associé de la structure libérale dans laquelle je travaille? Eh ben moi, franchement, je sais pas. On ne sait pas. Mathieu, on ne sait hein. pas. On ne sait pas. Donc, à creuser. Quand on ne sait pas, il faut le dire. À ce niveau-là. Voilà. Nous souffrons d'un manque de reconnaissance. Ah ben oui, mais ça, il n'y a pas que les manip radio qui souffrent d'un manque de reconnaissance. Je crois que c'est toute la communauté soignante. Alors, le lancement sur le manque de reconnaissance, Ouais. hein, on a parlé du manque de reconnaissance, ça nous amène à ce problème. Je regarde les autres questions. Bon, on reviendra après aux questions. Le métier de manipulateur a évolué. Les gestes sont de plus en plus techniques. Le manip est en première ligne avec le patient. Et bien que les opportunités de carrière se multiplient, on parlait de la radiologie interventionnelle notamment, les manips souffrent d'un manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance, oui, mais de la part de qui? Du public, des tutelles, des médecins. Et ben, on va retrouver notre Alfredo national, à qui on a posé plein de questions et qui nous parle du problème de la reconnaissance. Allez, on écoute. Clairement, Alfredo. au niveau du grand public, personne ne sait ce qu'est un manipulateur en radiologie. À l'intérieur de l'hôpital, dans les structures, tout le monde connaît le manip radio. Donc il y a d'une part la reconnaissance du grand public, parce que on a toujours été un petit peu dans l'ombre, si je puis m'exprimer comme ceci, et d'autre part, il y a la reconnaissance des professionnels de santé, des médecins en tout cas, par rapport à la compétence qu'on peut avoir et qui s'est développée encore plus ces dernières années. Donc cette reconnaissance vis-à-vis de l'apport qu'on peut apporter en tant que manipulateur. On a des collègues qui font de l'échographie, des collègues qui posent maintenant des PICC lines. On parle de plus en plus de pratiques avancées. Je pense que les manipulateurs, je ne pense pas être le seul à le penser, font ça pour l'intérêt de la profession, pour l'intérêt de leur quotidien, mais qu'ils aimeraient aussi un petit peu de reconnaissance par rapport à cette évolution qu'on peut faire, sûrement un petit peu financière, mais surtout morale par rapport à l'investissement et l'importance qu'on peut donner au métier qu'on exerce au quotidien. Alors, pendant qu'Alfredo parlait, sur Internet, il y avait un commentaire aussi qui nous disait une reconnaissance universitaire est nécessaire, master par exemple, pour une meilleure attractivité. Donc, on a parlé de la reconnaissance humaine. Il a évoqué le salaire aussi un petit peu quand même. Un tout petit peu, il a clairement évoqué. Et puis les diplômes. Oui, non, il a clairement évoqué l'activité, en fait, c'est l'activité Alors, qui fait l'attractivité. Continuez à réagir sur les réseaux, on prend vos questions. Alfredo disait clairement que c'est l'activité, en fait, qui crée l'attractivité. Vous êtes d'accord? Au travers effectivement, des activités qu'il citait, moi je vois bien quand je rencontre des manipulateurs qui font de l'échographie ou qui posent des PICC lines, ça les valorise et franchement, oui, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Mais tous les manipulateurs ne peuvent pas accéder à ces activités. Donc, que faut-il faire pour créer de l'attractivité pour ces gens-là, Mathieu? Attractivité ou reconnaissance? Parce qu'on parlait de reconnaissance aussi avec Alfredo. Reconnaissance. En fait, on parlait de reconnaissance, c'est vrai, vous avez raison. Et dans la reconnaissance, il y a l'attractivité, il y a le salaire et il y a les diplômes. C'était les trois sujets qui ont été évoqués. Et je dirais, moi en plus, j'ajouterais un sujet qui est l'environnement. Parce qu'en préparant l'émission, on a vu que quand on travaille en équipe, on reconnaît plus facilement les gens avec lesquels on travaille. C'est le cas de la radiologie interventionnelle, on est tous sur le même plateau. Et quand on travaille chacun dans son coin, un devant son PAX et un avec le patient, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Je me trompe ou pas? Non, c'est pas faux. Effectivement, un manipulateur radio qui va être en téléradiologie, par exemple. Si vous me disiez que je me trompais, je vous aurais dit quand même, vous m'avez dit ça pendant la préparation. Effectivement, il va y avoir un radiologue qui va être à distance. Créer ce lien et ce lien d'équipe, effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué. Il aura moins cette reconnaissance avec le radiologue en interventionnel, par exemple, avec qui il va travailler, avec qui il va faire peut-être parfois les troisième et quatrième mains. La relation va être différente, effectivement. Donc il va avoir cette reconnaissance-là, on la perd un petit peu dans ce contexte de travail, effectivement.
Donc il va aller la chercher ailleurs et parfois auprès du patient, il va se retourner vers le patient et effectivement parfois développer de l'hypnose, développer de la communication positive en interventionnel là aussi et développer diverses techniques qui vont permettre d'améliorer le prendre soin du patient, effectivement pour chercher cette reconnaissance auprès du patient. Et puis comme on disait tout à l'heure, le b.a.-ba c'est de se présenter soi-même, comme l'oblige la loi Kouchner de 2002, n'est-ce pas? Chaque soignant donc, doit se présenter auprès du patient et lui dire sa fonction en quelques mots, quoi. Des fois on n'a pas le temps, mais il faut le prendre. Est-ce qu'ils ne souffrent pas aussi du manque de reconnaissance du côté soignant de leur métier? C'est-à-dire que manipulateur, c'est un peu... ça veut dire qu'on est un technicien. Moi, je l'ai vu dans les commentaires, souvent, ils disent on a un rôle de soignant. Ça fait partie de la reconnaissance, ça aussi, non? Oui, c'est vrai. Des fois, je m'interroge là-dessus parce que le manip, c'est un soignant, c'est évident. Enfin, je veux dire, il pose des perfusions, il accueille, il est en proximité du patient. Donc, voilà. Alors, il y a la reconnaissance financière. C'est vrai que ça fait des années et des années, et c'était aussi une recommandation de l'IGAS que la prime veille, qui est vraiment la reconnaissance de ce contact au patient, soit donnée aux manipulateurs de la fonction publique hospitalière. Bon, on ne l'a toujours pas obtenu, mais bon, au-delà de cette reconnaissance salariale, on va dire, c'est vrai qu'ils sont en demande de cette reconnaissance de soignants, mais voilà, pourquoi peut-être parce qu'il y a ce delta aussi avec les infirmières qui sont le b.a.-ba du soignant. Alors, Édouard qui nous dit pourquoi pas copier sur le Canada avec un master possible dans la spécialité exercée, master interventionnel, master échographie, master duplique. C'est un peu l'axe que suit le groupe de travail que vous avez formé avec les radiologues, avec le CERF et avec la Société française de radiologie pour essayer de faire évoluer donc, les activités du métier. Voilà, alors en fait on travaille sur les activités, effectivement, sur les modalités. Après, c'est même pas nous qui dirons c'est un master de spécialisation ou c'est un master de pratique avancée, c'est aussi le ministère qui va nous orienter aussi sur ce qu'on fait. Mais il faut déjà qu'on travaille sur les activités. C'est des activités de spécialisation ou des activités intermédiaires. Alors il y a Jean-Philippe qui nous dit comment créer une formation Bac+5, entre parenthèses master, dans les universités, sans universitaires issus de la profession. Eh oui, Jean-Philippe, ça c'est une bonne question. Il a raison, Jean-Philippe. Et d'ailleurs, voilà, les quelques universitaires qu'on compte, on les félicite parce que ça a été quand même, le parcours n'a pas été simple pour eux et on en a besoin. Et effectivement, c'est une vraie question. Donc il faut aussi qu'on développe ces parcours universitaires. C'est vrai que la mission d'universitarisation des professions de santé, elle est devant nous. On sait qu'un jour, les manip-radio auront un diplôme qui sera délivré par l'université. On ne sait pas encore quand, mais ça va se faire. D'ailleurs, tous les instituts de formation doivent contractualiser avec une université. C'est vraiment important de le faire. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir donc pour l'instant ce grade licence, mais demain une licence, qui nous permet d'évoluer après vers les masters et d'avoir des filières universitaires qui se créent. Voilà, c'est ça. Il faut d'abord créer la filière universitaire spéciale pour les manip radio, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Alors, il y a Édouard qui nous dit, en tout cas, revoir les textes, bon, ça c'est OK, mais il dit qu'il connaît aussi des radiologues qui sont toujours pas au courant que les manips peuvent poser des sondes nasogastriques, rectales, vaginales, etc. Donc, c'est intéressant de savoir que les radiologues ne savent pas ce que peuvent faire les manip radio. Enfin, c'est questionnant en tout cas. C'est peut-être pas tous les radiologues. Non, mais certains. Mais bon, c'est qu'ils ne s'intéressent peut-être pas trop du coup à ce que fait son manip radio. C'est toujours dommage, mais effectivement, le manip peut poser toutes ces sondes sous couvert d'une formation ad hoc qui lui permet de faire. À l'inverse, c'est ce que j'allais dire, c'est que tous les manips n'ont pas suivi non plus cette formation. Mais ça dépend en fait.
Il n'y a pas en fait derrière tout ça une histoire de dynamisme de service. Il y a des services, on le voit à travers les commentaires, hein, où ça va bien, les manips s'investissent dans de la recherche, ils font des gestes techniques poussés, ils sont eux-mêmes poussés par les médecins avec lesquels on travaille. Et puis il y a peut-être des structures peut-être plus orientées sur le tout venant, où on demande à chacun de faire son boulot et point. Voilà, non ? Oh bah c'est sûr que le lead, c'est porté quand même par quelques personnes, hein. C'est clair. Il y a ça, et puis il y a aussi parler de pratique avancée ou d'hyperspécialisation, ce n'est pas dévaloriser le manipulateur socle, on va dire. C'est un autre métier de toute façon, donc ça ne change rien pour le manip radio que nous sommes tous en fait. On parlait de la reconnaissance salariale aussi tout à l'heure. Il y a Grégory qui nous dit la prime veille, on ne l'a pas. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Oui. On le rappelle à chaque fois, Grégory, hein, n'aie crainte, hein, mais on n'est pas entendu. Vous le connaissez, Grégory? Oui, très bien, on le connaît tous. Mais on est dans, enfin, elle est légitime hein, pour les manip radio, le rapport IGAS l'a bien dit, hein, très clairement. Mais derrière, effectivement, il n'y a pas d'action. Oui, d'ailleurs, vous parlez... Il n'y a pas un courrier où on ne parle pas de la prime veille. Donc voilà, après... Vous parlez du rapport IGAS qui a maintenant 2 ans. Quels sont les items qui ont évolué et quels sont ceux sur lesquels on a de fortes attentes? Question piège. Ce qui a évolué, c'est effectivement l'engagement avec les sociétés savantes sur le travail concernant les pratiques avancées. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises en place. Ça reposait sur le G4 et le CNP. Hein, donc j'ai envie de vous dire, nous, on s'est remonté les manches. Après, tout ce qui dépendait de nos tutelles, il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Statu quo. Il y a Emmanuel qui nous dit le décret du manip reste flou par rapport à ses missions. Pas de rôle propre du manip. Oui, bah effectivement, le manipulateur, c'est des actes qui sont délégués par le médecin, hein, très clairement. Christelle qui s'étonne du fait qu'il y a autant de controverses en fait, par rapport aux pratiques avancées et elle dit qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui chagrine les radiologues? Je pense qu'il faut rassurer, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, par rapport aux pratiques avancées et aux métiers socles. Il faut bien se dire que tout le monde n'évoluera pas vers les pratiques avancées. Tout le monde n'a pas envie d'évoluer déjà. Voilà, il y a des manips, et heureusement, moi j'en connais beaucoup qui sont épanouis dans ce qu'ils font. Ils ont leur diplôme socle et ils n'ont pas forcément envie de reprendre des études ou de changer de métier parce que ce qu'ils font, ça leur plaît. Voilà. Et après, sur les pratiques avancées, c'est peut-être, je ne sais pas, 5-10%. Voilà, on peut se comparer aux infirmières de pratique avancée. Je crois qu'elles sont 3000 en France pour l'instant et qu'ils annoncent 5 à 10% de l'ensemble des infirmières qui feront le master de pratique avancée. Par rapport à la formation, justement, Isabelle nous dit il est évoqué de mettre en place, de faire de la formation en alternance type contrat d'apprentissage. Ce serait bien ça ou pas? Ça existe déjà, en formation initiale. Alors je pense que c'est plutôt pour les pratiques avancées qu'elle exprime cette remarque, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs. Voilà. Moi j'avais une question, est-ce que les radiologues ne sont pas trop frileux par rapport aux pratiques avancées? N'ont-ils pas peur que les manips leur prennent quelques prérogatives, par exemple? Je pense qu'il y en a, oui, et c'est légitime quelque part, qu'il y ait des craintes de... Voilà, parce qu'on est sur quelque chose de nouveau et il faut qu'on avance ensemble. Après, moi je pense que les médecins qui travaillent avec des manipulateurs dans le cadre de protocoles de coopération, hein, ceux qui travaillent avec des manip échographistes, des manips qui posent des PICC line, ils voient que ça se passe bien, il n'y a pas de plainte de patients, très clairement, il y a finalement pas tant de recours que ça du manip vers le médecin. Donc vraiment tous les objectifs du protocole de coopération qui sont la première pierre hein, des pratiques avancées, les protocoles, hein, ça fonctionne. Pareil, on dit c'est les radiothérapeutes, les oncologues qui portent aussi la dynamique pour les manips parce qu'ils travaillent déjà avec des infirmières de pratique avancée et qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent avec des paramédicaux comme ça, ils n'ont pas envie de faire marche arrière.
Voilà. Mais la crainte, elle existe, on le voit, hein, pour les infirmières de pratique avancée, il y a quand même beaucoup de médecins qui se sont élevés, mais parce qu'ils avaient peur de ce que tu dis, en fait, hein, Bruno, je pense. Donc, et au final, vous dites que quand on a initié ce mode de collaboration, après ça se passe bien et personne ne veut revenir en arrière. C'est ça? C'est le premier pas qui compte. Clairement, il faut le dire aussi, c'est encadré dans un protocole d'organisation. Les pratiques avancées, c'est pas comme ça. Voilà, il y a toujours un médecin coordonnateur. Hein. Le paramédical, il n'est pas tout seul dans la nature, il ne va pas s'installer demain. Voilà, c'est pas. Il faut enlever ce. Alors d'ailleurs, il y a votre vieille connaissance Grégory qui nous dit. Pratique avancée, ça renforce le binôme manip-médecin bien ébranlé par la téléradiologie. Il a raison, quoi. Je suis assez d'accord. On se rejoint, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, je suis assez d'accord. Bon, alors, je vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on va parler de reconnaissance, on va parler du nom. Donc, il faut commencer à réagir sur les réseaux, à nous donner vos idées de nom. Est-ce qu'on doit garder? Est-ce qu'on doit changer? Et si on change, par quoi on remplace? Alors, on continue quand même un petit moment sur ces problèmes de reconnaissance. En fait, reconnaissance, les manips vont se tourner vers les spécialités ou les gens qui les reconnaissent. Donc ceux qui les reconnaissent, c'est les patients qui reconnaissent leur rôle de soignant. Et puis les spécialités où ils sont le plus reconnus, d'après ce que j'ai compris, c'est la radiologie interventionnelle. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, parce qu'ils sont en lien direct avec le radiologue, donc ils ont cette reconnaissance du médecin qu'ils ont moins en téléimagerie, effectivement, clairement. Oui, la radiologie interventionnelle, on peut ajouter aussi l'échographie, où il y a un contact plus proche avec le patient, mais aussi l'oncologie, la radiothérapie oncologique et la médecine nucléaire, où là la présence du manip est très forte. Un petit mot sur les pratiques avancées quand même et sur le master. En fait, c'est quand même avoir en tête que c'est un travail titanesque, hein, parce que c'est la création d'un nouveau métier. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait évoluer et qui existe déjà. Ça concerne l'ensemble des spécialités du manip radio, que ce soit la radiothérapie, l'électrophie, on n'en a pas parlé encore, mais il y a aussi l'électrophysiologie, la médecine nucléaire et l'imagerie médicale, en passant par l'interventionnel et du coup le thérapeutique. Donc c'est un champ très large, très vaste, ça concerne beaucoup de spécialités du manip radio, avec des activités effectivement qui ont évolué. Comment ça va se passer? Il va y avoir un master SOC ou il va y avoir des masters séparés? Comment ça va se passer? Très bonne question, on ne sait pas encore, puisque là on est trop tôt dans le cheminement. Là on fait un référentiel d'activités du manip radio qu'ils réalisent aujourd'hui, qui ne sont pas forcément dans le décret d'acte actuel. Je parle sous couvert de Séverine aussi. Et puis des choses qui manqueraient aussi dans la prise en soin du patient et qui n'existent pas aujourd'hui. On pourrait parler de consultations pré-post interventionnelles qui ne sont pas toujours mises en place après certains gestes pour les patients qui viennent. Pré-remplissage des comptes rendus, ça fait partie aussi de. Ça pourrait, par exemple, mais c'est pas il n'y a pas cette idée-là de faire des comptes rendus. C'est vraiment pas ça l'idée principale. C'est vraiment la prise en soin du patient. Donc là, pour l'instant, vous faites, quand vous dites on recense les référentiels, c'est-à-dire vous faites un état des lieux. Des activités. Quelle est la réalité? C'était notre première partie, mais nous on passe un peu vite. Hein. On a 1 heure pour en parler. Quelle est la réalité du métier aujourd'hui? Je suppose que vous faites un effort de prospective aussi. Qu'est-ce que sera le manip dans 10 ans, dans 15 ans? Parce que si on prépare des masters, il faut voir un petit peu plus loin. Et c'est de là que ensuite vous allez proposer. Alors proposer quand et à qui? Comment ça va se passer? Alors, effectivement, recenser les activités. Pourquoi? Pour mettre en face des blocs de compétences, des compétences. Hein. Donc ça, c'est pas simple. Avec des choses quand même qui peuvent être complètement transversales, et ça, on tient à les garder. Par exemple, le bloc de compétences sur la recherche, par exemple, il peut être complètement transversal. Ou sur tout le versant technologique, numérique, IA, etc. C'est ça pour les compétences de demain. Je pense qu'il faut qu'il y ait un bagage sur toutes ces compétences du digital et de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi transversal. Voilà, donc il y aura certainement des choses transversales et puis des choses plus spécifiques. Alors on ne sait pas encore si ce sera par population, onco, cardio, neuroradio, par modalité, échographie, imagerie en coupe, radiologie interventionnelle. Parce que c'est, voilà, on est quand même. Vous avez un calendrier?
Alors, Parce qu'il y a une attente, on le voit bien. Mais bien sûr qu'il y a une attente, même je le répète quand même, on est tous bénévoles, on fait ça en plus de notre job quand même. On a des réunions très souvent. Mais je pense les enjeux sont tellement importants qu'on ne peut pas se précipiter. Et surtout, alors on travaille énormément avec le comité d'harmonisation, et notamment Béatrice Gerbeau qui est la présidente, parce que la formation c'est quand même leur boulot. Des instituts de formation, il faut le préciser. Comité d'harmonisation des instituts de formation MANIP. Voilà. Effectivement, il faut qu'on travaille aussi avec les universitaires. Donc, il n'est pas question qu'on brade quelque chose, il faut qu'on prenne le temps. Donc, nous, on avance. Après, on souhaite présenter effectivement des choses aux médecins et à la DGOS en fin d'année, début d'année prochaine. Mais après, on a aussi les calendriers qui ne dépendent pas de nous, et notamment les rendez-vous avec le ministère, c'est pas nous qui choisissons la date, très clairement. Il faut se dépêcher parce que ça change souvent les ministres. Alors, ce qui est un problème. Et puis en plus, comme vous avez repris l'actuel sur les réseaux, lui il va pas être content. Enfin, il a l'air sympa. Calendrier. Effectivement, c'est pas nous qui décidons forcément de tous les calendriers, et ça va dépendre de nos tutelles qui vont. On se dit quoi, 2024-2025, ça risque de bouger quand même? Ou c'est encore trop rapide? Ça bouge et ça va bouger, ça c'est sûr. Après, vous dire que, moi je peux pas m'engager parce qu'en plus je vous dis c'est pas nous tous, ce n'est pas nous tout seuls. Et il faut rappeler que les radiologues ont une forte participation à ce projet. Hein. Et donc il faut que on échange et que ça matche. Donc on soit d'accord. On dit en conclusion que tout le monde a envie que ça avance, mais qu'on ne sait pas quand ça va avancer. C'est un peu l'histoire du fût du canon de Fernand Reynaud. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble. Vous voyez, ça passe vite. Hein. On va parler du nom. Voilà. Alors dans les années 60, on appelait les manips les aides-radiologistes. On voit une belle photo, là, une belle icono des années 60. En Allemagne, Mathilde et d'autres nous précisent qu'on dit MTRA, ça veut dire Medizinische Technische Radiologie Assistenten, monsieur. Mais en Belgique, par contre, Vincent nous dit que depuis 23 ans, on parle de technologue en imagerie médicale. Léo nous fait remarquer que l'acronyme TIM, technologue en imagerie médicale, est déjà pris en France et que ça signifie technicien d'information médicale. Au Luxembourg, on parle d'ATM, comme les machines ATM, c'est les machines où on retire de l'argent aux États-Unis, mais là, ça veut dire assistant technique médical. Au Québec, technologue d'imagerie médicale et radiothérapie. L'Europe pousse vers une standardisation. On propose aussi spécialiste en acquisition d'imagerie médicale et radiothérapie. Alfredo, lors de son interview, nous rappelait que la notion de handicap patronymique, il proposait technicien de santé en radiologie. Christy, qui fait preuve d'humour, nous parle de X-Men. Et sur les réseaux, on nous dit qu'il faut absolument qu'il y ait la notion de technicien et de soignant qui soit contenue dans le nom. On nous dit quoi? On nous dit qu'aux USA, il y a un grade d'assistant médical pour certains gestes techniques, donc ça pourrait être aussi assistant médical. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit plein de choses, je vais revenir dessus sur les commentaires, mais d'abord, plus que le nom, il s'agit de la reconnaissance, d'intégrer le rôle de soignant. Donc Axel nous dit que manipulateur insinue manutentionnaire, que c'est très réducteur pour les pros qui posent des PICC 9, qui font des échographies, des injections, des produits de contraste, qui perfusent et qui assistent les radiologues interventionnels. Marie nous rappelle que les Québécois ont créé un ordre, on en parlait tout à l'heure, pour aller plus loin. Et beaucoup disent que le mot technicien les gêne car il est réducteur et ne reflète pas l'exercice tel qu'il est aujourd'hui. Avant de vous donner la parole, on a fait un sondage pour demander si on gardait tout ou si il fallait tout changer. Moi, j'avoue que j'ai été surpris parce qu'il y en a 40% qui disent « non, manip, ça nous plaît » et 60% qui disent « on change tout ». Je pensais que ce serait plus important que ça. Continuez à réagir sur les réseaux, je lis vos questions. Pendant que tu cuisines tes invités, Bruno. Chers invités, quelles sont vos idées pour le nouveau nom?
Le truc, c'est que D'abord, est-ce cette qu'il faut changer question, elle revient régulièrement Oui, quand même. oui, Elle on en revient parle souvent, régulièrement, à peu ouais. près tous les 10 ans. On se dit, ce serait quand même bien qu'on change de nom parce que justement, les gens, ils savent pas ce que c'est, Manip Radio, etc. C'est vrai que manipulateur d'électroradiologie médicale, c'est peut-être un peu laborieux. Maintenant, Manip Radio, au moins à l'hôpital, on les connaît. Voilà, même dans les séries de télé, on voit, souvenez-vous de Doug Ross aux urgences quand ils faisaient appeler les manips. Non, donc voilà. Après, moi, je pense effectivement qu'il faut qu'il y ait la notion de technicien et la notion de soin. Je sais pas, technicien en soins radiologiques. Mais aussi diagnostic et thérapeutique. Il y a 4 notions en fait à rassembler dans un seul. Il n'y a pas que la radio. C'est ça, c'est la difficulté en fait. Hein. Alors souvent quand on est en difficulté démographique, c'est un point qui revient. Quand on n'a pas de difficulté démographique, on n'en parle plus. Par contre, effectivement, s'il pouvait y avoir une terminologie qui puisse refléter l'ensemble de l'exercice du Manip Radio et qu'on le trouve facilement, il serait déjà mis en place parce que personne n'a de volonté à ce que qu'on soit arc-bouté sur le fait qu'on s'appelle manipulateur d'électroradiologie médicale. Mais encore faut-il trouver la bonne terminologie. Et ça n'a pas été le cas. Que pensez-vous de l'anglophone en fait? Radiographeur. Ça ferait radiographeur ou radiographiste, diagnostic et thérapeutique. C'est un mot qui, je trouve, rassemble les 4 notions, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans radiographeur, tu entends la radiothérapie, toi? Non, radiographeur, diagnostic et thérapeutique. Les 3 notions rassemblées. Écoute, moi je... Électrophile, tu le mets où? Diagnostic. Ouais. Alors, moi j'en ai un. Je sais pas si c'est plus joli. Soignicien en imagerie médicale. Ça, c'est Eric qui nous le propose. Soignicien, ça vous plaît? Soignicien, c'est technicien et soignant. Il a fait soignicien. Voilà, il est bon en lettres. Après, tous les autres terminologies des autres pays, je l'avais dit en préambule, ça n'a pas créé d'attractivité particulière pour le métier dans les autres pays, puisqu'ils ont la même difficulté que nous en termes d'effectifs. Voilà, qu'on soit team, technologue, technicien, radiographeur, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit le plus attractif, effectivement. Après, on peut se questionner sur manipulateur, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Praticien d'imagerie médicale et de radiologie. Là, c'est trop médical sûrement. Praticien, technicien et magicien. Bon, il y a d'autres propositions, effectivement, qui arrivent. Changement d'un nom aussi en fonction de la spécialité, comme les infirmiers. Infirmier anesthésiste, IPA, enfin, 3 petits points. Donc, on voit que c'est quand même un débat qui anime la communauté, malgré tout. Non, parce que derrière ce nom, il y a la reconnaissance et puis il y a l'évolution du métier. Il y en a un aussi qui nous dit les infirmiers, par exemple, ont une carte professionnelle de santé. Nous, on n'en a pas. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de connaissance et de reconnaissance derrière. Non? Vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Après, je ne suis pas sûre que parce qu'on change le nom, on aura une CPS, très clairement. Mais pourquoi pas? Après, moi, je l'entends, je suis ouverte, mais très honnêtement, je ne vais pas perdre, pas perdre, mais passer beaucoup d'énergie sur ça. On a un master à mettre en place. Par contre, comment on va appeler ce nouveau métier après le master? C'est ça qu'il faut leur demander. Eh bien, écoutez, on leur demande, ils vous écoutent. MPA, je ne sais pas trop si c'est vendeur. Et surtout, derrière, les gens sont encore moins... IPA, on voit bien, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une IPA aujourd'hui, parce que ça ne parle peut-être pas, et qu'il faut aussi qu'on se dise comment on va appeler nos manips masterisés. Moi, je crois que le débat va continuer sur les réseaux. Il nous reste 2 minutes à passer ensemble. On va se faire un petit mot de conclusion. Mais avant le petit mot de conclusion, tu sais quoi, Bruno? C'est bientôt Noël. Oui. Eh bien oui, c'est un cadeau Noël. Pour moi? Mais non, j'ai pas un cadeau pour toi, mais je peux peut-être avoir un petit cadeau. Alors,
est-ce que vous voulez gagner un iPhone 15, des iPads, des AirPods? Eh ben, ça peut être possible si vous participez au quiz des manips. Le quiz des manips, c'est organisé par Radiolore et on vous donne tous les détails lundi. On va faire un flash du JT de la radiologie avant Noël. C'est sympa. C'est ludique. Non, c'est pas moi, c'est Radiolore surtout. C'est ludique, c'est sympa. Et il y aura des lots à gagner. Un petit mot de conclusion à chacun. Il nous reste 2 minutes à peine à passer ensemble avant de refermer ce JT spécial manip. D'abord, vous étiez content qu'on fasse un JT spécial manip ou pas? Fondamental. Il faut en faire d'autres, c'est ça? Et ça tombe sur une très bonne journée sur l'IDOR. Oui, l'IDOR et puis la semaine des, et la semaine des manips. manips. Donc, j'invite tout le monde à effectivement partager et diffuser très largement l'ensemble des communications qui sont sur le site de la FPPE, sur Link à la fois et Facebook. Les vidéos sont sur la chaîne YouTube de la FPPE aussi. Et de les diffuser très largement. C'est des étudiants qui les ont faites, donc ils sont très inventifs et très pros. Séverine? Eh ben, le fait que vous nous invitiez, effectivement, c'est une forme de reconnaissance et je vous en remercie, Jean-Claude, parce que voilà, après... C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, Séverine. Donc voilà, et je pense que vous le dites souvent, les manips ont du talent. On a plein de manips qui ont du talent. On a plein C'est de vrai qu'on manips a rencontré des manips passionnés. formidables. Moi, voilà, depuis que je suis présidente, j'ai l'opportunité de rencontrer un tas de professionnels qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font, qui se spécialisent. Vraiment tout ça pour une seule chose, le patient. Et donc ça, il faut remercier pour ça. Moi, je dirais pour conclure qu'on pourrait peut-être, pour une prochaine fois, inviter les radiologues à parler avec nous sur ces sujets-là. Eh bien, l'invitation est lancée. Voilà, je vous remercie, Séverine Manoir. Je rappelle que vous êtes présidente CNP MEM. Mathieu, vous êtes président national AFPPE. Bruno Théma. Voilà, ils n'étaient pas avec nous sur le plateau, mais on les remercie. On remercie Alfredo, qu'on a cuisiné et qui nous a participé aux interviews. Manip à l'hôpital Bicêtre et membre du collège scientifique de la FPPE. On remercie Marie Nicoleso, Manip, cadre de santé au CH Sable-d'Olonne. Le professeur Marie-Pierre Revel, qu'on avait interviewé lors des JFR et qui avait lancé une proposition pour changer le nom des manips. Voilà, le replay de l'émission sera bientôt disponible sur la page LinkedIn du JT de la radiologie. Ce sera aussi l'occasion de poursuivre le débat et de continuer de réagir. Le replay sera également disponible sur le site du JT de la radiologie et sur le site de Théma Radio. Tout à fait. Rassure-moi. Voilà, à bientôt pour un prochain grand direct de la radiologie. En attendant, on se retrouve vendredi pour un nouveau JT au cours duquel il sera question de financement et notamment de la création d'un fonds éthique, donc fonds éthique versus financiarisation. Et puis si vous voulez gagner un iPhone 15, n'oubliez pas le rendez-vous de lundi. On vous donnera tous les détails du quiz des manips. En attendant, continuez à réagir sur les réseaux. Merci de votre fidélité et à très bientôt.